Le président de la FFMKR, des kinés, mais qui vient d'être élu à la présidence de l'UNPS. L'UNPS est un trépied avec l'UNOCAM et l'UNCAM, c'est-à-dire la complémentaire, la maladie, et qui représente l'ensemble des syndicats de professions libéraux, sont représentatifs, avec son vice-président et aussi président de la FNI, c'est-à-dire des infirmiers, Daniel Guillerme. Et puis je vous présente aussi Monsieur Lefautre, frère Lefautre, qui est le responsable de la sécurité sociale pour l'organisation, pour les soins. Voilà. Et Richard Fabre, qui est un collègue de Toulouse, qui est dans un groupe différent du mien, mais qui est biologiste aussi et qui connaît bien. Donc l'objet en fait de la table ronde, c'était un petit peu le regard. Je sais pas, il est connecté? Ah oui. Bonjour Monsieur Vic. Est-ce que vous nous voyez ou pas? Alors je ne vous vois pas, mais je vous entends très bien. Et nous, on vous voit en grand écran. Il me semble, oui. Tout à fait. Donc, il est pharmacien et il représente la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France. Et donc, il a gentiment voulu accepter de remplacer Philippe Bessé pour participer à notre table ronde. Donc, en fait, la table ronde, l'objet, c'est la coordination de nos soins. Comment, finalement, le regard de chaque profession sur notre métier, comment... l'infirmier, le médecin, le kiné, et puis le président de l'UNPS aussi au niveau de toutes les professions. L'assurance maladie voit notre métier dans la coordination des soins. Est-ce qu'on a besoin de biologistes ou pas? Est-ce que le biologiste peut servir à quelque chose? C'est intéressant avec nos pharmaciens d'officine aussi d'en parler. Donc voilà, on a des sujets entre nous de délégation de tâches certainement, on a des sujets de reconnaissance de compétences, on a des sujets de champ d'activité. Donc peut-être commencer par nos collègues médecins, si tu veux bien. Oui, vaste sujet. Alors déjà, j'ai plus de voix, mais vous savez tous, c'est pas facile de trouver un médecin aujourd'hui. Mais trêve de plaisanterie, oui. Vaste sujet, un moment assez singulier qui est, en tout cas pour les médecins, la reprise des négociations conventionnelles. On était ensemble autour de la même grande table dans une ambiance agréable, détendue de la première multilatérale de mercredi. C'est normal, hein. Pour l'instant, on n'est pas rentré dans le dur, donc il ne manquerait plus que ça qu'on s'engueule à ce stade-là. Mais cette convention médicale, je ne suis pas en train de sortir du sujet, mais qui porte quelques mots-clés nouveaux. Le mot attractivité du médecin libéral, mais j'ai envie de dire attractivité, on parle que convention mono-pro-médicale, mais des exercices, des professions de santé en libéral, parce que finalement c'est la porte d'entrée de notre système. Donc le premier mot, c'est celui-là. Le deuxième, sont les mots pertinence et qualité. Et puis le troisième, qui est écrit nulle part, mais qui hante un peu tout le monde, c'est avec quels moyens pour arriver à tout ça. Et je pense que un des mots-clés de la réussite qui s'impose à chacun des acteurs de la convention médicale de cette convention, pourquoi la réussite et pourquoi moi je mets la CSMF, mais fortement dans sa communication d'aujourd'hui, cette convention nous oblige, parce qu'on s'est planté ensemble, et je réfute le fait que ce soit les syndicats médicaux qui soient les seuls responsables, mais je réfute aussi le fait que la seule responsabilité incombe à l'assurance maladie. Quand on échoue ensemble, et on échoue ensemble, peut-être parce que finalement le maître du jeu nous avait pas donné les moyens de réussir, mais on a échoué ensemble, et cette fois-ci il faut réussir ensemble. Pas quoi qu'il en coûte pour les médecins dont l'attente, on le sait tous, est grande, mais il faut réussir, parce que si on ne réussit pas, on aura un virage réglementaire, et deux, un virage législatif. Il suffit de regarder, encore cette nuit, certaines décisions prises par le Sénat dans les discussions du PLFSS pour s'en convaincre. Alors, le mot pertinent, c'est un mot, je pense, c'est une des clés de la réussite de ces moyens. On sait tous, les uns les autres, François en a discuté encore pas plus tard qu'hier, que des choses aussi simples que la prescription conditionnelle,
que la place du médecin biologiste ou du pharmacien biologiste, du biologiste, dans l'expertise au service de son confrère médecin. On en parlait hier, moi quand j'avais la chance d'avoir un infectiologue, je suis gastro-entérologue, je travaille dans une grosse clinique à Reims, j'avais la chance d'avoir un infectiologue interniste dans la clinique, ma direction, pour des raisons économiques, m'a foutu dehors. C'est ça la vraie vie, hein. La vraie vie, c'est ça, la foutue dehors. Aujourd'hui, qui appelle-t-on quand on est face à une bactériologie en attente ou positive, et que le gastro que je suis, mais je dirais la même chose de nombre de mes collègues, parfois c'est dans notre champ de compétences habituel parce que c'est les mêmes maladies qu'on connaît bien, puis parfois moi j'appelle le biologiste et qui me passe celui qui est plus pointu en bactériaux. C'est pas forcément un clinicien au sens où on l'entend, mais en revanche il va guider la main du prescripteur que je suis. Et moi je pense que les rapports à réinventer, et je pense qu'il faut le faire avec le regard de l'assurance maladie et dans le cadre d'une meilleure pertinence, c'est, moi j'ai pas la prétention que le clinicien que je suis, au risque de vous surprendre, je sache tout, surtout, y compris dans la complexité de la prescription des examens biologiques. D'où la prescription conditionnelle, d'où l'aide, et je dis pareil en biologie, comme je dis pareil à mes confrères radiologues. Désolé, le gastro que je suis, je sais très bien que l'imagerie clé reine quand on a une image hépatique suspecte, c'est l'IRM. Désolé, le scan ne sert à rien, l'écho, on oublie là-dessus. L'imagerie discriminante, c'est l'IRM. Et ça évite de dire, il y a un truc qui ressemble peut-être à une hyperplasie nodulaire focale, mais on n'est pas sûr. Ce serait bien de faire une échographie de contrôle tous les 3 à 6 mois. Quelle gabegie financière, je suis désolé. Apprenons ça ensemble, et je pense qu'on améliorera notre pertinence. Ça, on a besoin également sur ce plan de mettre les usagers dans le coup. On sait tous, je sors du champ strict de la biologie, mais on avait cet échange pas plus tard que la semaine dernière avec Éric Chenu, patron de la mutualité. 91% des consultations médicales en France, mais vous avez peut-être des chiffres différents, au dire d'Éric Chenu, sont assujettis à une ordonnance de prescription pharmaceutique. C'est 72% en Allemagne, c'est 40 et quelques pourcents aux Pays-Bas. Ça doit vous interroger. Je ne suis pas en train de dire, et ce sera la ligne rouge si j'ai envie de parler de ça avec l'assurance maladie. Si on rentre dans une pertinence qui n'est pas de la pertinence, mais qui est de l'efficience, qui est de la maîtrise comptable purement chiffrée, ça va évidemment coincer et ça ne marchera pas. Mais cette culture de la valorisation et de la meilleure rémunération, c'est comme ça que ça a marché à l'étranger. Même si leur modèle, il y a moins de libéraux en ville, moins de spécialistes en ville. Mais regardons ce qu'ont fait les Néerlandais. Le modèle d'ICA sur l'amélioration et la prise en compte de la qualité et de la pertinence ils en sont une trentaine de pathologies. C'est simple de se dire on va suivre le cancer colorectal et le dépistage du cancer du côlon. J'avoue que c'était un peu mystérieux pour moi, pour les maladies psy. Je me dis mais comment ils font pour avoir des critères objectifs? Eh bien ils les ont, et ils améliorent leur pratique. Et c'est gagnant-gagnant pour l'assureur, assurance maladie, mais pour les équipes médicales et donc pour les patients. Et moi, je pense qu'il faut avoir cette nouvelle culture-là et pas avoir peur d'y aller. Merci. Sébastien, tu prends la suite? Oui, alors déjà, merci beaucoup pour l'invitation, François. Peut-être pour recentrer sur l'exercice coordonné et remettre en perspective le contexte réglementaire. Aujourd'hui, l'État a structuré l'exercice coordonné en une approche populationnelle à travers la CPTS, qui est quelque chose qui parle aux biologistes parce que ça fait sens pour vous sur l'organisation du territoire et au regard de l'ensemble des prescripteurs avec lesquels vous pouvez travailler sur l'échelon d'un département ou d'un bassin de vie. La maison de santé pluridisciplinaire, qui elle est un regroupement d'acteurs, et là pour lesquels vous vous retrouvez peut-être un petit peu moins, puisque on se concentre essentiellement sur, on va dire, une médecine de proximité qui concerne plutôt les médecins généralistes, les infirmiers, les pharmaciens, les kinésithérapeutes et les orthophonistes. Et c'est un grand paradoxe, puisque finalement vous travaillez probablement avec l'ensemble des maisons de santé pluridisciplinaires de votre secteur.
Ces maisons de santé s'organisent à travers des projets de santé, donc l'élaboration de projets entre les différents acteurs. Et puis une granulosité un petit peu plus fine, qui est l'équipe de soins primaires. Là encore une fois, une équipe plus restreinte, qui tourne souvent autour de quelques acteurs et qui concerne essentiellement plutôt les médecins, les pharmaciens et les infirmiers. Et les biologistes qui se retrouvent en dehors de ce secteur, et ce qui est un grand paradoxe, puisque l'expérimentation qu'on est en train d'essayer de mettre en place, qui s'appelle l'équipe de soins coordonnés avec le patient, et sur laquelle on travaille ardemment avec l'assurance maladie pour le prochain accord conventionnel cadre interpro, consiste à non pas s'intéresser à un projet de santé ou à une approche territoriale ou à une approche parcours de soins, mais à la problématique singulière d'un patient qui a déjà une équipe de soins qui gravite autour de lui, avec ses acteurs, avec son médecin traitant, avec son pharmacien, avec son biologiste, le labo auquel il a l'habitude d'aller passer ses examens. Et l'idée est de mettre en place une plateforme numérique qui permette à l'ensemble de ces acteurs d'échanger sur la problématique particulière de ce patient. Et là, pour le coup, quand on recoupe nos données, puisque l'expérimentation aujourd'hui va s'attacher à 4 phénotypes de patients, les diabétiques, les AVC en sortie d'hospitalisation, les polymédiqués de plus de 65 ans et les soins palliatifs. Et le principal dénominateur commun et les 2 acteurs les plus concernés sur ces 4 catégories de patients sont les biologistes et les pharmaciens. Et pour le coup, nous, c'est quelque chose qui fait sens et qui va probablement nous aider d'ailleurs à lancer le dispositif et on compte sur vous parce que vous êtes probablement les 2 professions qui aujourd'hui sont les plus aguerries et se sont le mieux saisies des outils numériques et donc d'échanges avec les autres professionnels. Là où cet outil va avoir du sens, et ça reboucle un petit peu avec ce qu'exprimait Franck tout à l'heure sur la relation médecin-biologiste, et pourquoi pas biologiste, pharmacien ou biologiste infirmier, c'est que on va avoir dans cette plateforme numérique une petite zone d'échange qui permettra de mettre des petits messages d'alerte aux professionnels le plus adapté, quelque part, et pourquoi pas, en ce qui vous concerne, l'infirmier qui va passer au chevet du malade le jour même pour peut-être corriger, je sais pas, une dose d'insuline, ou enfin après ça sort complètement de mon champ de compétences, moi je suis kinésithérapeute, donc ma vision de la chose est très éloignée des rapports que vous pouvez avoir avec la biologie et les autres professionnels. Mais en attendant, on compte sur vous vraiment, on reviendra probablement vous parler de ces outils lorsque l'expérimentation sera lancée, parce que on sait que vous serez une des clés essentielles de ce dispositif. Merci beaucoup Sébastien. Alors une profession qu'on côtoie tous les jours, 500 000 prélèvements par jour, 40% apportés par les infirmiers. Donc Daniel, c'est à toi. Oui, merci pour l'invitation, François. Juste une chose, en fait, en propos liminaire, c'est que le terme même de coordination des soins est, de mon point de vue, un peu galvaudé aujourd'hui. C'est-à-dire que la coordination, c'est quoi? C'est la réduction de la symétrie d'information qu'il peut y avoir entre différents acteurs qui gravitent autour d'un patient, de manière à améliorer la prise en charge. Ça, c'est la coordination clinique de proximité. Mais on a derrière ça un deuxième niveau qui a été mis en place par les différentes lois cadres, c'est la coordination des parcours. Donc il faut déjà opérer le distinguo entre la coordination des parcours et la coordination clinique de proximité. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est répondre au cas d'usage. Alors, répondre au cas d'usage, c'est par exemple, un vendredi soir, recevoir des résultats de labo, avec un médecin prescripteur qui n'est pas là. Alors il n'est pas là parce qu'il ne travaille pas, mais en fait il doit se reposer. Non, mais on est dans un contexte contraint de désertification médicale et ça nous apporte des problèmes en fait à l'échelle des territoires. Donc le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait derrière? Qu'est-ce qu'on fait derrière? On a des résultats qui nécessitent en fait des ajustements de traitement. Sébastien l'a signalé. Nous, si on le fait de manière singulière, on est en exercice illégal de la médecine. Et derrière, si on ne le fait pas, on peut parfois mettre en danger le patient. Donc on est en fait dans cette double injonction, en fait, ou cette injonction paradoxale en permanence qui nécessiterait effectivement des clarifications. On a aujourd'hui, alors moi je ne suis pas un apôtre de l'exercice ou de l'accès direct dérégulé, mais par contre ce qu'il faut qu'on organise à l'échelle des territoires, puisqu'en fait on est là pour parler de coordination des soins dans les territoires, c'est protocoliser à l'échelle des territoires
la possibilité, effectivement, de répondre à ces cas d'usage qui nous mettent, nous, en tout cas, biologistes comme infirmiers, parfois dans l'embarras. Donc, au-delà de ça, on a ce concept, effectivement, qui est développé aujourd'hui par les différentes lois cadres, hein, depuis HPST, la loi de 2016, Ma Santé 2022. On voit très bien ce qui est en train de se passer, c'est qu'on a une coordination qui s'opère à différents niveaux. On travaille beaucoup, nous, sur la coordination clinique de proximité. On travaille également, en fait, sur la coordination des parcours. Mais il faut vraiment avoir en tête que c'est pas la même chose. La coordination des parcours, c'est au niveau des CPTS, des communautés professionnelles territoriales de santé. Et là, on est dans un espèce de back-office qui n'intéresse absolument pas les patients. Je vais être un peu direct, mais les patients n'en ont rien à faire de nos CPTS, de notre cuisine interne, de la manière dont on s'arrange. Ce que veulent les patients, c'est « j'ai un problème de santé, je veux qu'on y réponde ». Donc il faut être extrêmement pragmatique à ce niveau-là, même si en fait les solutions qu'on discute, en tout cas à l'échelle des territoires au niveau de ces CPTS, sont des solutions qui, à terme, intéressent effectivement la prise en charge des patients. Donc, coordination à l'échelle des territoires avec les biologistes, elle existe, bien heureusement. C'est pas quelque chose qui est nouveau. Maintenant, on est dans un système de santé qui doit répondre à une forme de normalisation, puisqu'en fait, nos gouvernants, en fait, nous font des injonctions en ce sens et nous demandent beaucoup plus de formalisation, en tout cas de cette coordination. Ça, aujourd'hui, il y a des outils pour le faire. On les utilise déjà avec les biologistes. On les utilise également un peu moins et moins de mesure avec les pharmaciens, avec les médecins, mais tout ça est en train d'émerger. Aujourd'hui, en fait, sur ces outils-là, on en est, je dirais, à la soupe primitive, c'est-à-dire que c'est pas encore interopérable. On a des briques par-ci, des briques par-là. On a une interopérabilité parfois en silo. Mais on espère en tout cas que dans les années qui viennent, on va avoir en fait des systèmes qui sont des systèmes interopérables et qui permettront au niveau des ESCAP, comme l'a dit Sébastien, d'avoir une réelle coordination clinique de proximité formalisée. Et je fais le distinguo entre ce qui est formalisé et pas formalisé. Aujourd'hui, si les acteurs ne se coordonnaient pas au niveau des territoires, le système serait par terre depuis longtemps. On a besoin de se coordonner pour prendre en charge un patient. Maintenant, l'injonction effectivement de formalisation, elle est posée par les tutelles. Il va falloir y répondre à un moment donné. Merci beaucoup Daniel. Christophe, le pharmacien d'officine, à toi. Que dire déjà, et pour nous pharmaciens et pour les biologistes, déjà on est rentré, on va dire, dans une nouvelle ère, dans l'ère du soin vraiment plus importante. Et j'ai toujours un truc que je regrette souvent, c'est quand je recherche sur une clinique, sur un hôpital, la pharmacie ou autre, je n'ai jamais recherché où la biologie. Je la retrouve pas dans un service de soins, mais je la retrouve dans un plateau technique. Et c'est vrai que c'est une approche voilà on voit différemment maintenant. On est vraiment des professionnels, on est impliqués vraiment dans le soin et la coordination, c'est bien la coordination des soins dont on parle. On fait tous du soin de notre manière, même si c'est vrai qu'on utilise pour les uns des outils de diagnostic et de dépistage, et pour nous, on a le médicament à côté. Premier point. Mais à côté de ça, sur la coordination, Sébastien a bien replanté, je dirais, ces deux étages qu'on a aujourd'hui, et Daniel aussi derrière, sur le rôle organisationnel d'une CPTS sur un territoire et vraiment le rôle de proximité, que ce soit les ESP, que ce soit les MSP, que ce soit éventuellement d'autres structures qu'on pourrait, les ESCAP demain, encore plus bas sur le patient, et voire même les centres de santé. On a bien compris que l'idée, c'est vraiment la formalisation de tout ce que l'on fait, des échanges qu'il y a entre nous, et on en a besoin, parce que je considère qu'aujourd'hui, qu'il y a un acte que l'on fait, quel qu'il soit, quel que soit l'acte d'un professionnel, est aujourd'hui un acte coordonné à partir du moment où il en partage l'information avec un autre professionnel. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai interrogé récemment des confrères dans le cadre d'une commission sur un peu nos rapports avec la biologie, évidemment. Et j'avais imaginé qu'il y a plusieurs types de biologie dont nous, pharmaciens, en fait, on a besoin dans notre exercice au quotidien. On peut avoir, on l'a évoqué, j'ai entendu avant, les ordonnances conditionnelles, la biologie un petit peu entre guillemets d'urgence, une délivrance qui pourrait se faire
qu'à partir d'un résultat biologique. On peut avoir des biologies de contrôle qui nous obligent, la délivrance ne peut se faire qu'à partir du moment où on est sûr que le contrôle biologique a été réalisé et qu'on est dans certaines normes, que ce soit sur des éléments sanguins ou que ce soit sur des concentrations de produits. Et puis on a toutes les biologies de contrôle, de suivi. Malheureusement, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a peut-être aussi, et la question a bien été posée, sur quel est le tuilage entre les professionnels de cette information-là, puisque aujourd'hui, tout ce que l'on fait, on le partage entre nous parce que on prend en charge les patients, on est consciencieux, on est dans on recherche la pertinence du soin de notre part. Mais ce que l'on nous demande aujourd'hui, c'est vraiment, cette caractérisation, un peu cette notification, comme on peut le retrouver, dans d'autres types de structures, de ce qui est réellement fait. On en est au début, mais on en a besoin, nous, pharmaciens, avec les biologistes, et finalement, peut-être que sur le discours aussi de la coopération des soins, on va se rendre compte qu'on devient tous, finalement, à un moment donné, soit le requis d'un autre, ou soit requéreur d'un autre professionnel. Et c'est comme ça, je dirais, que l'échange va pouvoir naître et se matérialiser dans ce qu'il est attendu, c'est-à-dire dans le fait que finalement, ce que l'on fait au quotidien, c'est tracé. Par contre, évidemment, la question sous-jacente, c'est comment on fait, évidemment, pour pouvoir, rémunérer tout ce travail, puisque c'est un travail important qui se fait assez souvent, parfois, en déconnexion de la présence d'un patient. Voilà, donc oui, on a la coordination, c'est vraiment aujourd'hui l'outil, vraiment ce qu'il faut vraiment mettre en avant entre nous. Les libéraux, nous sommes, je le dis assez souvent, en fait, nous sommes le premier service de santé de France. Il faut qu'on se coordonne le mieux possible, mais qu'on nous donne les outils pour. Ça commence à se faire, mais c'est encore un petit peu insuffisant. Alors les outils techniques et les outils évidemment financiers. Merci Christophe. On va donner l'apparence de l'assurance maladie, parce que finalement, côté financement, il y a un petit regard quand même aussi. À vous, monsieur. Merci beaucoup. Bonjour à tous, très heureux d'être là. Merci pour votre invitation et j'excuse Thomas Fatoum, le directeur général, qui aurait voulu être là ce matin, mais qui a fait face à un impondérable. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites et bien dites sur la coordination et la structuration des 3 niveaux. Et moi, j'ai revenu un peu sur le rôle peut-être spécifique des CPTS, qui est probablement l'échelon, effectivement, ça a été dit, où le rôle des biologistes est le plus important. Peut-être un tout petit mot d'histoire pour éclairer où on en est aujourd'hui, et ce qui est important, c'est que l'exercice coordonné, c'est une démarche très engagée aujourd'hui, mais qui reste quand même relativement récente finalement. Les CPTS, elles ont été créées dans la loi en 2016. D'abord à la main des ARS, et ce n'est qu'en fait qu'en 2019 que le législateur a fait le choix de confier aux partenaires conventionnels, et vous avez beaucoup des représentants très importants autour de cette table, de définir ce que doit être une CPTS, comment elle doit fonctionner. Ça, c'est un acte très, très important, parce que, et ça a été bien dit, les CPTS doivent être un outil au service des professionnels pour bien se coordonner et s'adapter au territoire et in fine rendre un meilleur service aux patients. Donc aujourd'hui, cette dynamique des CPTS, elle est très, très, très engagée. L'objectif de 100% de CPTS, 100% du territoire couvert par les CPTS, aujourd'hui on est de l'ordre de 80%. Ça représente 500 CPTS qui ont signé un ACI, donc un accord conventionnel interprofessionnel, à la date de mi-octobre. Si on fait un zoom un peu sur le rôle des biologistes, quel rôle peuvent avoir les biologistes dans ces CPTS, peut-être pour vous donner aussi d'illustration, sur ces 500 CPTS, il y a 130 laboratoires de biologie qui sont présents aujourd'hui, ce qui fait un peu plus de 20% des CPTS où les biologistes sont représentés. Voilà, on peut souhaiter que ce soit plus, mais en tout cas c'est le cas. Peut-être un élément important aussi, j'ai oublié de dire, mais les 4 syndicats de biologistes sont signataires de l'ACI, ce qui marque l'engagement
biologistes dans cette démarche coordonnée. Et il y a un élément aussi illustratif intéressant, il y a quand même aujourd'hui une présidente de CPTS dans Pays de Couleur en Isère qui est biologiste. Voilà, donc le rôle des biologistes peut être même premier dans ces et en Occitanie aussi, me dit mon voisin. Et sur les 4 missions des CPTS, donc 3 missions historiques autour de l'accès aux soins, la prévention, le parcours et une nouvelle mission qui a été ajoutée suite à la crise sanitaire, qui est la gestion des crises sanitaires, les biologistes ont évidemment leur place. Je commencerai par la dernière, je pense que c'est peut-être la plus évidente sur la gestion des crises sanitaires. Regarder en arrière sur le rôle qu'ont eu les biologistes dans la crise sanitaire et sur la gestion des tests Covid pour voir effectivement l'importance et des biologistes et plus généralement d'ailleurs du rôle de l'exercice coordonné. On a vu pendant la crise sanitaire que ça a été un stress test entre guillemets de l'exercice coordonné et on voit que là où la ville a répondu le plus présente, c'était là où elle était le mieux structurée à tous les étages, que ce soit équipe de soins, santé professionnelle ou CPTS. Et dans chacune de ces CPTS, donc en tout cas là où les biologistes sont présents, il y a des interventions sur des parcours de prévention, rôle de dépistage, interventions dans différents parcours sur le sujet. Et vous dire l'introduction de cette table. Richard, à toi. Oui, merci. Moi, j'interviendrai donc évidemment en tant que biologiste, en tant également que président d'une CPTS, puisque j'ai présidé à la création d'une CPTS en Occitanie, et président du guichet CPTS en Occitanie, qui réunit toutes les inter-ERPS, donc toutes les professions, pour depuis 4 ans maintenant, avec une convention avec la sécurité sociale, la CNAM, et l'Agence régionale de santé qui est chargée d'aider au développement des CPTS. Donc moi je parlerai donc du terrain finalement, puisque bon là on a d'éminents négociateurs d'ACI, etc. Et moi je parlerai plutôt du terrain parce que, comme vous l'avez dit tous, de la coordination sur le terrain, de la coordination médicale, on l'a fait depuis longtemps. Et si on ne la faisait pas, bien évidemment, le système se serait effondré depuis longtemps. Par contre, ce qui est nouveau, c'est de formaliser cette coordination. Et donc là, en effet, il y a tout un tas d'outils législatifs qui sont apparus, outils réglementaires comme les CPTS, les MSP, etc. Et en effet, on va dire que la crise Covid a bien évidemment montré à tous les acteurs qui avaient là un chemin, parce qu'on a été obligé bien évidemment de se coordonner, et on s'est emparé plus ou moins de ces outils. Et ce que je dirais, moi, c'est que si c'est évident, la coordination est évidente du côté médical, il ne faut pas oublier qu'on a devant nous des libéraux, qui sont quand même des individualistes par nature, et qui ont l'habitude, et qui ont été éduqués à travailler en silo. Et qu'une des difficultés qui se pose devant nous quand on doit créer une CPTS, c'est que la coordination, c'est aussi de la gestion. Et c'est aussi la maîtrise d'outils nouveaux, la maîtrise du langage de l'ARL, du langage administratif, parce que créer une CPTS, développer un projet de santé, etc., ce sont, pour nous, ça a été 2 ans de travail. 2 ans de travail. Donc c'est quand même, et c'est pas du médical ça, et donc là je dirais, là où les médecins, là où les biologistes et les pharmaciens peuvent intervenir et aident, je pense beaucoup, c'est que ils sont habitués à gérer des entreprises, ils sont habitués à gérer des organisations, à gérer des associations, etc. Et c'est vrai que moi je peux remarquer que sur le terrain, l'apport de nos confrères médecins, biologistes et pharmaciens était surtout, on va dire, sur tout cet aspect de gestion qui va être crucial, parce que là, on est tous sur le terrain, on est dans la création, donc c'est l'ébullition, on crée des CPTS, les MSP, tout ça, c'est depuis longtemps, on crée des CPTS, mais il va falloir les faire vivre. Il y a un budget à gérer, il y a des salariés à payer, il y a des projets à faire vivre, il y a des comptes à rendre à la sécurité sociale et à l'ARS. Et là-dessus, c'est un aspect qu'il ne faut surtout pas négliger. Voilà. Nous avons été formés pour faire du médical, d'accord. Mais la coordination, c'est aussi la gestion, et il ne faut pas l'oublier.
Réaction, mes chers collègues, Christophe, Franck, Sébastien ou Daniel. Qui est-ce qui prend la parole? Daniel, vas-y. Moi, je rejoins tout à fait ce qui a été dit. En fait, on voit aujourd'hui en fait que la nouvelle organisation du système de santé fait appel à des notions en fait d'entrepreneuriat. Et on est vraiment dans cette dynamique où aujourd'hui une CPTS doit se gérer comme une entreprise avec des objectifs posés, des outils à mettre en place et une gestion du personnel. Mais non, mais il faut le dire. Enfin, je crois qu'il faut être clair. Donc, à partir du moment où on pose en fait ce postulat d'entrepreneuriat, il faut effectivement qu'on sorte de cette vision aussi qui est un peu fermée d'association qui, à terme, en fait, est un peu connotée. Donc, on a besoin de moyens et les moyens, je pense, au niveau des ACI, ont été quand même donnés, augmentés. Maintenant, posons des objectifs à ces CPTS et voyons si en fait l'argent engagé dans ces CPTS est engagé de manière efficiente. Oui, je crois qu'il y a deux difficultés, mais qui ont été relativement soulignées. La première, c'est que on couvre aujourd'hui quasiment 70% de la population, enfin 70% de la population française est couverte par une CPTS. Pour autant, on est très très loin des 70% d'acteurs de santé, de professionnels de santé investis et impliqués dans les CPTS. Et en fait, on aura gagné, on aura transformé l'essai que lorsqu'on aura réussi à impliquer l'ensemble des professionnels de santé d'un territoire dans leur CPTS. Donc ça, c'est le premier challenge. Le deuxième, il a été évoqué, c'est celui de la transformation du management de ces petites entreprises, clairement. Tout en faisant attention à ce que ça n'échappe pas à la gouvernance par des professionnels de santé. Et là, j'attire votre vigilance parce que on voit aussi sur certains territoires des directions administratives qui, très très vite, pourraient s'emparer du fonctionnement de la CPTS. Et moi, je n'arrive pas à m'empêcher d'avoir en arrière-pensée qu'à partir du moment où on regroupe un certain nombre de professionnels de santé sur un territoire et ou dans une MSP et ou en concentrant une activité donnée, lorsqu'on passe une certaine masse critique, et je pense que vous êtes bien placé pour le savoir, on intéresse assez rapidement les financiers. Oui. Trois réflexions qui Christophe, après, si tu veux réagir. Identifier, gérer et pas perdre la main, finalement. C'est ça les trois mots-clés. Aujourd'hui, et vous le dites, j'ai mis 2 ans à monter mes CPTS, mais la CPTS n'est pas un effecteur de soi. Vous savez que la CSMF porte haut et fort. Et enfin, on commence à voir apparaître ce nom, y compris lors du premier diaporama, les négociations conventionnelles, les équipes de soins spécialisées, mais les équipes de soins primaires, mais tout mode de coordination dans lequel les ESCAP sont un élément important. Quand on voit le travail qu'il y a à faire par des professionnels de santé sur le terrain, qui doivent se battre, appelons un chat, qui doivent se battre avec une technostructure, avec une ARS au langage qui nous est parfois étranger, c'est compliqué. On aura envie de dire, mais inversons finalement les choses. J'avais cette discussion avec le ministre de la Santé il n'y a pas longtemps en disant franchement, vous ne pensez pas que non pas les directions d'ARS régionales avec des régions qui sont tellement grandes que le champenois que je suis, je ne sais pas bien ce qui se passe en Alsace de l'autre côté des Vosges, et la réciproque est encore plus vraie, mais que les délégations territoriales d'ARS en lien avec les URPS et les inter-URPS puissent identifier les besoins, pas vouloir regrouper par la force, mais identifier les besoins et aider à monter ces projets. La deuxième, c'est la gestion. Je partage complètement ce que vient de dire Sébastien. Il faut que les professionnels de santé gardent la main sur la direction politique, j'ai envie de dire, de ces structures. En revanche, on a besoin d'une direction technique à notre service. C'est pas forcément notre métier. On sait pas faire. Et puis le troisième point, je sais que c'est dans le rapport chargé produit et qu'il n'y a que la CNAM qui s'y intéresse pour l'instant, un peu, oserais-je dire, mais un peu. Et vous le savez mieux que quiconque, vous les biologistes, c'est toute la problématique de la financiarisation. J'en ai fait moi les thèmes de mes universités. On voit bien comment ça se passe. Je suis gastro, je vous le disais. Quand mon établissement a été racheté, quand on avait fait le sale boulot. C'est-à-dire quand on a reconstruit une clinique, qu'on a regroupé toutes les cliniques de Reims sur un seul site, qu'on a regroupé les spécialistes qui faisaient mine de ne pas vouloir s'entendre d'une même spécialité sur le même seuil,
Et à ce moment-là, le signe financier arrive et ramasse la mise. Il ne ramassera pas la mise sur les CPTS parce que ce n'est pas un effecteur. Mais ils ramasseront la mise sur les organisations territoriales. Et donc c'est le troisième point qui nécessite plus qu'une vigilance, une décision pour nous protéger et protéger l'indépendance de notre système de santé. Parce que ça va nous échapper. Christophe, à toi. Oui, pour compléter un petit peu tout ce qui a été dit, alors, il se trouve que je suis également président du RPS sur le Grand Est, hein, même région que Franck, et que j'ai aussi quelques données chiffrées que je peux avancer. Par exemple, sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur les CPTS, dans le Grand Est, on a à peu près 80% du territoire qui est couvert à ce jour. Mais en nombre de professionnels, il y a un peu plus de 30 000 professionnels de santé libéraux sur le Grand Est. On a à peu près 3 600 qui sont en CPTS aujourd'hui. Donc on voit vraiment le gap qu'il y a. Et le travail qui est différent entre une CPTS qui est sur le versant organisation des soins sur un territoire, qui n'est pas un effecteur, où il y a un gros travail, et ça, je dirais, d'animation, et d'aller faire se rencontrer les professionnels de tout, je dirais de tous bords en plus, parce que notamment dans les missions de parcours, ça c'est un travail d'animation, il faut le prendre en compte. Derrière, évidemment, on a la main, et il faut qu'on garde la main en tant que professionnel de santé libéraux sur ces structures-là, mais il faut qu'on soit accompagné, c'est tous ces nouveaux métiers qui apparaissent aujourd'hui, de coordinateurs, de structures, que ce soit de CPTS, MSP, avec des métiers qui sont différents, que ce soit sur les deux types de structures. Donc, je n'ai pas la crainte non plus de la financiarisation sur la CPTS. Par contre, sur les structures de type MSP, oui, d'autant plus que on a fait aussi un peu rentrer d'une certaine façon la possibilité par ordonnance de pouvoir avoir des professionnels de santé salariés dans ces structures-là. Donc ça veut dire qu'on retrouve, je dirais, des professionnels libéraux qui gèrent des salariés. Voilà, ça peut rappeler, je dirais, d'autres choses dans d'autres temps. Avec ce risque, évidemment, oui, d'avoir derrière, et l'assurance maladie, c'est vrai, c'est pensé dans son rapport chargé de produit sur la financiarisation. Donc ça, ce sont vraiment des points de vigilance que l'on se doit d'avoir, parce que professionnels, on a décidé sur un territoire de travailler ensemble pour le bien du patient. Il ne faut pas laisser, je dirais, un loup, qu'il soit financier ou autre, entrer dans la bergerie, parce que ça va provoquer beaucoup plus de dégâts qu'on ne pense. Mais pour la pharmacie d'officine, on a eu cette réflexion aussi. Alors on a eu ça dans un séminaire de la fédération début octobre sur ces réflexions-là, parce que ce sont des choses qui nous guettent, mais dont on sait que ça serait néfaste, je dirais, pour la coordination, et pour le patient. Donc voilà, faire attention à ça. Merci Christophe. Le mot de conclusion, peut-être alors ? Oui, peut-être quelques mots sur tout ce qui a été dit sur les CPTS, peut-être sur les questions de formation. Enfin, c'est vrai que c'est très important pour que tout le monde et chacun à chaque étage se saisisse utilement de cet outil. Effectivement, il y a des nouveaux métiers, des nouvelles fonctions qui existent au sein des CPTS, et qu'il faut effectivement avoir les bonnes compétences pour s'en saisir efficacement. Et c'est la même chose du côté du financeur et de l'organisation des soins. Côté assurance maladie, on a en CEPAM des référents exercices coordonnés qu'on essaie de former, de labelliser pour qu'ils puissent aider au mieux et au plus près du terrain les structures. Et on a plutôt avec non seulement une connaissance théorique des sujets, mais aussi une approche, c'est les former dans l'approche à faire un vrai travail avec les professionnels pour bien comprendre les besoins, et pas venir avec des kits à déployer. Et c'est une approche qui marche plutôt bien sur les territoires. Ça, c'est la première chose. Et sur les objectifs, c'est vrai que c'est un sujet qui est délicat, parce que il faut effectivement pouvoir être clair sur les objectifs, mesurer des résultats des CPTS, sans pour autant tomber dans des listes d'indicateurs, des choses qui puissent être mal vécues et in fine contre-productifs. Et c'est quand même sur mon troisième et dernier point, c'est vrai qu'aujourd'hui on est encore dans une phase d'initiation des CPTS. On a l'objectif effectivement de couvrir tout le territoire, surtout l'objectif que, comme disait Sébastien Gare, les professionnels s'en saisissent, et que massivement ils s'investissent dedans. Et après on aura la discussion sur
CPDS de maturité et nouvelle mission, nouvelle prérogative, comment on passe, une fois qu'on a bien couvert le territoire, que les professionnels s'en sont saisis, on a répondu aux enjeux de formation, comment, qu'est-ce que c'est qu'une CPDS mature et comment elle peut passer au niveau 2 pour l'aide aux professionnels de santé pour un meilleur service aux patients, meilleure coordination sur le territoire. Thank you.